Bonjour à tous, je suis Jacques Fortier, ancien journaliste, écrivain, membre de l'association des auteurs d'Alsace qui s'appelle Littéral. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit bout de roman policier, mais qui est aussi une histoire d'amour. Je dis « mais » car les théoriciens du roman policier sont nombreux à expliquer que l'amour n'a pas sa place dans le polar. Auteur de romans policiers, j'ai donc triché. Et je continuerai à le faire. Une des façons de tricher, c'est de diviser son intrigue entre deux époques. L'une, pour la première histoire, ce sera le crime, l'enquête, les indices, l'accusation, la défense, bref, la mécanique du polar. L'autre, ce sera une autre histoire, beaucoup plus ancienne, au début sans lien apparent avec la première, et dont il deviendra de plus en plus visible qu'elle en a cependant. Le livre s'appelle « Chapitre fatal à la cathédrale ». Il a été publié en 2014 au Verger Éditeur et imprimé à 3 reprises. Il se passe donc à la fois en 1922, quand un chanoine de la cathédrale de Strasbourg est retrouvé mort au pied du pilier des Anges, et en 1419, quand le bâtisseur de la cathédrale, Jean Hulst de Cologne, tombe amoureux, je vous l'avais promis, de la belle Sabine Schuller, dite la Mésange. Ce seront les 3 lectures de cette émission à voix haute de RCF Alsace. À voix haute, Jacques Fortier, RCF Alsace. Premier extrait, nous sommes en 1419 à Strasbourg. Le numéro 2 du chantier de la cathédrale, Jean Hulst de Cologne, est dans une auberge, la Hache, avec 3 de ses amis. Les 4 hommes bavardèrent gaiement, avec de grands éclats de rire, des chuchotements expiègles, des mimiques spectaculaires. Ils se connaissaient depuis des années. Quand Jean Hulst était arrivé sur le chantier de la cathédrale, engagé par Ulrich Nensingen, il y avait une douzaine d'années maintenant, il s'était vite lié d'amitié avec ces 3 Alsaciens de souche. Antoine était écrivain public et troussait de belles lettres en latin pour les juristes, en alsacien pour les amours, en strasbourgeois pour les affaires. Denis était marchand de biens, Dominique marchand de grains. Ils faisaient parfois affaire ensemble, ils avaient aussi leur jardin secret. Jean ne savait pas tout de leur vie, ne leur disait pas tout de la sienne, mais tous 4 avaient la même passion pour la vie de la cité, qu'ils commentaient avec ironie et bonne humeur, et pour le vin d'Alsace, que la Hache leur vendait à un prix raisonnable. Leur Stammtisch y était presque quotidien. Dominique avait maintenant baissé la voix. Il rapportait les derniers échos de la vieille querelle entre les familles Zorn et Müllenheim, et il valait mieux être discret là-dessus, même à la Hache. Les 4 têtes s'étaient donc rapprochées, un grand éclat de rire les écarta. Les 4 hommes, dans un même élan, entrechoquèrent leurs verres. Jean leva les yeux, et tout à coup suspendit son geste. À 4 mètres de la table se tenait une jeune femme. Son long manteau bleu nuit était entrouvert sur une robe jaune d'or. Une mésange, pensa Jean. Elle avait gardé son capuchon, d'où s'échappaient des boucles dorées. Il ne voyait que son profil, front haut, nez menu, menton volontaire. Elle regardait fixement à droite d'un buffet la porte de l'office. Elle semblait attendre, se dit Jean. Attendre quoi? Attendre qui? Tu savais ça, Jean? La porte grinça. Maria, la servante, sortit de l'office. Elle portait un plat enveloppé dans un épais torchon. Elle murmura quelque chose, tendit le plat à la jeune femme. « Oh, Jean, je te parle !» Elle avança les mains, s'empara du plat, remercia d'un hochement de tête. Maria reprit la parole. Jean entendit 2 mots, chaud et demain. « Jean, mais... » C'était la voix de Dominique. Jean l'entendait, mais loin, très loin. Son ami se retourna sur son banc pour voir ce qui stupéfiait ainsi le parlier, en même temps que la jeune femme pivotait vers la porte. Dans le mouvement, son capuchon glissa. Elle fit un drôle de geste de la tête et des épaules pour arrêter l'étoffe. Son regard croisa celui de Jean. Elle, intriguée, lui, bouleversé, ému, amoureux déjà. « Ah, d'accord, Jean. » Elle avait tourné la tête, lentement. Un peu plus lentement qu'elle ne l'aurait fait si son regard n'avait embrassé qu'une auberge remplie de buveurs et de beaux parleurs. Un tout petit peu plus lentement, c'est ce qu'il allait se répéter toute la nuit, il le savait déjà. Elle marcha vers la porte, disparut dans l'épaisse couverture qui l'isolait du froid. Jean prit conscience que Dominique lui tapotait la main. Il baissa les yeux, reposa son verre. « C'était une sacrée jolie fille en tout cas, répondit-il lentement. Il lui semblait que sa voix grinçait bizarrement.
Deuxième extrait, Jean Hulst fait tout pour revoir Sabine. Et c'est à la messe, dans l'ancienne église des Dominicains de Strasbourg, qu'il la revoit. Elle est là. Pas d'erreur possible. Au 3e rang du transept nord, le capuchon presque aux épaules, fine et lumineuse, c'était Sabine Schuller. Elle regardait la chair avec une vraie passion. Ses 2 mains étaient serrées sur un petit livre de cuir noir. Là-haut, dans sa chair, Jean de Gerson poursuivait son sermon. Quant aux ouvrages des auteurs païens, il faut se prêter, non se donner à eux. Je ne désapprouve aucunement qu'on les parcourt en passant, soit pour l'abondance de maximes morales, pour le style ou la beauté du langage, pour l'habileté des poèmes et des histoires, ou enfin, Jean n'écoutait plus. La voix du prédicateur avec ses inflexions graves n'était qu'une musique pour accompagner l'apparition qu'il contemplait. Il n'entendit pas la fin du sermon. Il ne suivit ni l'offertoire, ni la consécration, ni le paternoster. Ce n'est qu'au moment de la communion, quand la mésange, avec quelques autres fidèles, se leva de son prie-dieu pour approcher du cœur, qu'il sentit la pierre froide du pilier contre son dos. Que faire? Bouger? Fuir? L'approcher? Jean ne bougea pas. Il vit, au milieu des rangs serrés, la silhouette de la mésange s'agenouiller au banc de communion. Il devina le moment où elle reçut l'hostie. Il la vit se retourner, tête baissée. Une autre femme, plus âgée, maigre, la suivait de près. Servante, tante, amie, chaperon en tout cas, attention, pensa Jean. Un groupe de fidèles bloquait une travée. La mésange, sa compagne, quelques autres femmes qui les suivaient, contournèrent alors quelques prie-dieu et s'engagèrent le long des piliers. Elle va passer à côté de moi. Il se sentait perdu. Et il s'en voulait. Lui, le parlier de la cathédrale, qui avait traversé bien des cités d'Europe, goûté au vin du Rhin et aux filles de Bohême, qui ne s'était jamais attaché, plus que de raison, se retrouvait adolescent, ému comme la première fois qu'il avait osé aborder à 13 ans dans le jardin fleuri de la maison de Cologne la fillette qui venait rapporter le linge de table de la maisonnée. Où fixer les yeux? Sur un cierge, peut-être. Elle s'approchait. Elle était à 2 pas. Il ne la vit pas trébucher. L'avait-elle fait seulement comme au ralenti, Jean vit le petit livre de cuir noir s'échapper des doigts de Sabine, glisser le long de sa robe, s'ouvrir, tomber sur le sol. Elle eut un petit cri d'étonnement. Jean ne réfléchit pas. Il se baissa d'un coup, s'empara du livre, le referma, releva la tête, et elle tendit à la jeune femme. Leurs regards se croisèrent. Quelques secondes. Il n'y eut plus de fidèles et de prêtres, plus d'églises, plus de cathédrales, plus de cités au bord du Rhin, plus de fleuves traversant l'Europe, plus de monde créé ou incréé. Il n'y eut plus que Sabine et Jean. Quelques secondes. La jeune femme avança la main. Jean y glissa le livre, leurs doigts se frôlèrent. Elle hocha la tête pour le remercier. Il recula vers le pilier, elle passa. Et derrière elle, sa compagne sans un regard, et les fidèles en méditation. Visage, étoffe, chuchotement, froissement. L'église se reconstitua, et au-delà, la cathédrale, la cité rhénane, le long fleuve des Alpes aux Flandres, et le monde où Dieu avait posé l'homme. Que m'arrive-t-il? se demanda Jean. Littérature, histoire, contes, laissez-vous porter par des récits captivants et inspirants. Vous écoutez à voix haute sur RCF Alsace. 3e extrait, les 2 amoureux montent ensemble à la tour de la cathédrale. Elle est inachevée en 1419. Jean Hulst ne le sait pas encore, c'est lui qui l'achèvera après la mort de son maître. Jean prit la main de Sabine, l'emmena vers le nord-est, poussa une porte étroite. Un des 4 escaliers, murmura-t-il. Celui-là est double. Sabine fronça les sourcils. Double? 2 escaliers imbriqués qui tournent l'un au-dessus de l'autre. C'est une idée de maître Ulrich. 2 vis de pierre qui tournent dans le même sens. 2 personnes peuvent monter ensemble sans se voir, ou l'une descendre et l'autre monter sans se croiser. Sabine posa un doigt sur ses lèvres. Alors, chacun l'un? Non, non, parce qu'ils sont inachevés. Ils s'arrêtent dans le ciel, une dernière marche et c'est la chute. C'est dangereux, je ne lâcherai pas ta main. J'ai pas peur, tu sais. Sabine et Jean prirent l'entrée de gauche.
Jean était passé devant Sabine et montait avec prudence, le rat de cave dans une main guidant la jeune femme de l'autre main. À travers les hautes et fines ouvertures, les lumières de la cité semblaient le reflet du ciel étoilé. Quasiment au sommet, il vit la corde, une grosse corde de chanvre tendue entre les murs. Les ouvriers la raccrochaient après le travail pour si un fol grimpait là-haut. Au-dessus, il le savait, il restait 5 marches, un faible rempart de planches et le vide. Il expliqua le danger à Sabine, puis décrocha la corde. « Accroche-toi là, ne te penche pas, 3 pas, pas plus, tiens ma main. » Ensemble, Sabine et Jean grimpèrent les 3 marches, la pierre s'interrompait net, comme tranchée d'un coup d'épée. Des tiges de fer dépassaient, un bâti de planches dérisoires était en partie arraché. « Le vent, » expliqua Jean, « regarde. » Il sentait le froid sur son visage, la chaleur de la main de Sabine dans la sienne. Ensemble, ils émergèrent de la tourelle inachevée. La montagne enneigée était claire, le ciel d'un noir profond, sans étoiles. Jean posa doucement un doigt sur la joue de Sabine, orienta son visage vers le sud-ouest. Oh, quelle beauté! Là, à quelques pas dans le vide, la tour semblait frémir dans l'obscurité. Là aussi, la pierre semblait tranchée, hérissée de tiges de fer, bardée de branches de bois. Mais les courbes, les arêtes, les lobes de grès dessinaient une silhouette fantastique. Sabine tendit le bras, comme pour la frôler. « C'est loin. À la belle saison, on remettra une passerelle de bois, et dans quelques années, ce seront les ponts de pierre. Mais plus haut, » Sabine murmura, « encore plus haut. Oui, je t'expliquerai. Je te dessinerai le projet de maître Ulrich. Viens, le froid est trop vif, nos jambes ne nous porteront plus si nous restons trop ici. Encore plus haut. Toujours plus haut. » Elle semblait rêver. Il insista en serrant sa main. « Viens, viens. » Elle descendit la première marche, comme à regret. Jean referma derrière eux la poterne sud-ouest. Le parvis enneigé était désert. Quelques flocons voltigeaient le long des maisons. Ils ne parlèrent plus. Ils étaient seuls au monde. Leurs pas dans la neige s'imprimèrent devant la façade, sous la rosace, puis le long des arcs-boutants au nord, sous les pavés de la Münstergasse, dans la Judengasse, enfin dans la rue Bibernans. Le feu était mort dans la cheminée, mais leur corps brûlait. Ce furent de douces noces, des larmes de joie, des serments balbutiés, et le sommeil mêlé de 2 amants éblouis, pendant que le givre indiscret s'accrochait aux fenêtres de la chambre. Chapitre fatal à la cathédrale, c'est dans la collection des Enquêtes rhénanes, au Verger éditeur, disponible bien sûr dans toutes les bonnes librairies d'Alsace. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée.